Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric. Bonjour Eric. Bonjour Victor, comment tu vas ? Super bien. J'ai préparé une petite présentation sur toi. Donc Eric, 42 ans, tu as arrêté l'école à 15 ans. Tu as fait de l'apprentissage dans une compagnie aérienne aux États-Unis, à New York, c'est ça. Après, à 30 ans, tu as monté une boîte dans le vitrage automobile comme Carglass que tu as revendu. On ne pourra pas donner de montant. Un montant conséquent, mais pas le montant ultime non plus, pour que tout le monde puisse se situer un peu. Donc c'était top 3 en Suisse, et tu as rendu effectivement tes parts. Là, aujourd'hui, tu fais du conseil en stratégie de développement d'entreprise. Tu peux même prendre des parts de certaines boîtes dans lesquelles tu interviens. Et à un moment, tu as rencontré Adrien qui t'a aidé à faire tes invests. Donc quand tu as vendu ton entreprise, tu avais de l'argent. Je présume que tu as voulu faire des invests, tu as rencontré Adrien. Ça s'est très bien passé avec lui. Maintenant, c'est ton associé. Tu as plusieurs spécialités. Une, c'est de faire grandir les boîtes. Et une autre, du coup, avec Adrien, c'est un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, sûrement le principal. Vous faites des investissements dans des zones qui sont à fort potentiel. Donc, il y a eu du Portugal, il y a eu du Toulouse, il y a eu du Dubaï. Et en ce moment, il y a la Géorgie. Et on va parler aujourd'hui principalement de la Géorgie. Alors, est-ce que cette introduction était bonne ? Est-ce que je me suis trompé sur certains points ? Alors, tu as dit Toulouse et pas Tulum au Mexique, mais sinon, c'était pas mal. Merci beaucoup. Merci pour le portrait. C'était tout. Et ben voilà, c'est ce que je me disais. J'ai utilisé une IA pour retranscrire. Et je me suis dit, Toulouse, c'est quand même bizarre. Je ne comprenais pas pourquoi. Donc, Tulum, ok. Tulum au Mexique. Je vois bien. Du coup, là, aujourd'hui, j'avais des petites questions un peu directes. Parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet sur la Géorgie. Et moi, ma première question, c'est pourquoi 90% des gens se trompent sur l'immobilier en Géorgie ? Parce qu'ils ont une mauvaise image. Ils pensent que c'est la Russie, l'ex-URSS, que les gens se déplacent à dos d'âne, alors que c'est pas du tout ça. Donc c'est une petite république au bord de la mer Noire, hyper stable, qui se développe très fort, croissance du PIB entre 5 et 10% par année, qui est super bien organisée, qui pour moi est parfois hallucinante quand je la compare à ce qu'on a en Europe. Comment tu arrives à déterminer des zones qui sont vraiment attractives ? Parce que là, du coup, il y a des... donc toi, tu es suisse aussi, je l'ai peut-être dit. Tu es suisse. La Suisse et la France, sur certains points, ça se ressemble. Et il y a un vrai challenge quand on fait de l'investimo, et surtout dans ton cas, qui est principalement de l'achat-revente, voire de l'achat aussi locatif, c'est de spotter les zones qui sont intéressantes. Comment vous y prenez et comment tu es tombé sur la Géorgie à un moment ? Alors avec Adrien, on s'est posé la question il y a à peu près une année de ça sera quoi la prochaine destination. Et tu as toujours plein d'endroits où tu peux aller, où on te dit que c'est bien. Mais pour nous, il y a deux facteurs qui sont importants. Le premier, c'est la capacité à générer un fort rendement dans les prochaines années. Et l'autre, c'est que tu as une sécurité de l'investissement. Donc le pays, le cadre, soit vraiment bon en termes administratifs, en termes fiscaux, etc. Donc que tu n'aies pas de surprise de ce côté-là. Aujourd'hui, on parle beaucoup de... alors, ça fait quelques années qu'à Dubaï, il y a quand même une crise aussi à Dubaï. Il y a encore beaucoup de personnes qui veulent investir à Dubaï. Pourquoi je devrais plutôt investir en Géorgie qu'à Dubaï ? C'est quoi la différence et pourquoi l'un plus que l'autre ? Mais tu sais, la Géorgie, pour moi, c'est Dubaï en 2018-2019, où tu savais que tu allais investir et que tu allais faire un carton, parce que c'était un marché en fort développement. Aujourd'hui, ça peut être super intéressant d'investir à Dubaï. Par contre, c'est un marché qui est devenu beaucoup plus mature. Donc, les barrières à l'entrée sont plus grandes, le prix du bien est beaucoup plus haut, les plans de paiement sont plus restrictifs. Alors que la Géorgie, c'est au début de cette vague-là. Comme Dubaï, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, tu peux rentrer facilement sur le marché. Le prix au mètre carré est super bas. Autant les promoteurs que les banques
t'encourage à venir et t'offre un plan de paiement qui est super attractif. Tu vois, moi, je t'ai vu passer à l'origine sur LinkedIn et après, on a un contact en commun qui a échangé avec toi sur un invest qui m'a demandé mon avis. Et du coup, je me suis dit, attends, il faut qu'on fasse un épisode de podcast. Et ce qui est pas mal avec la Géorgie, alors en fait, moi, je pense que l'immobilier, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on cherche à faire du 80-100% par an sur son capital. Ce qui est pas mal en Géorgie, c'est que grosso modo, on peut le faire. Dans moi, en tout cas, les deals que j'ai vu passer de ton côté. Donc, pour faire simple, vous mettez 10 000 balles et vous faites 100%, donc vous faites 10 000 euros de gain l'année d'après, quoi. C'est à peu près ça. C'est exactement ça. Et là, par exemple, tu as plusieurs types de clients qui viennent avec toi. Alors, je tiens à le préciser, c'est pas du tout sponsorisé l'épisode de podcast, mais là, par exemple, on peut venir avec 10-15 000 euros. C'est un peu ce que je t'ai dit l'autre soir sur WhatsApp. Je t'ai dit, écoute, vas-y, ça me fait marrer, j'ai envie de faire un deal avec toi. Là, je suis en train de closer un gros truc à Dubaï, j'ai moins de cash. Qu'est-ce que je peux faire pour 10-15 000 euros? Et tu m'as sélectionné un deal. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu m'as sélectionné ce deal-là? À quoi ça ressemble? Alors, pourquoi je t'ai sélectionné ce deal-là? Déjà, tu m'as donné ton budget de départ, ce qui est déjà un des critères. Pour nous, après, c'est de comprendre un peu ce que toi tu cherchais. Donc tu voulais investir une somme relativement faible, ce que tu peux faire là-bas. Tu voulais un plan de paiement qui est relativement long pour diminuer le montant que tu vas mettre avant que le bien soit à disposition de la location. Et tu voulais un fort rendement. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc c'est un petit studio de 36 mètres carrés dans une des tours qui est en train de se construire à Batumi. L'enjeu quand tu fais du coup ce type d'achat sur plan, finalement, l'enjeu c'est de ne pas se tromper sur le promoteur. Comment tu fais pour savoir que ce promoteur marche bien et est-ce qu'on est protégé aussi? Parce qu'il y a quand même des notions, il y a eu la problématique à Dubaï mais ça a changé, où en fait on apporte de l'argent à des promoteurs, finalement ils burnent le cash et à la fin l'immeuble n'est pas construit, on perd tout. Comment tu fais pour t'assurer que ça a bien fonctionné? C'est marrant que tu me poses cette question-là parce qu'on me dit souvent c'est quoi le plus grand risque que j'ai en Géorgie? Et les gens ils ont des idées qui vont dans tous les sens. Mais pour moi, le vrai risque aujourd'hui, c'est de mal sélectionner ton promoteur. Et donc d'aller là-bas, de voir un deal un peu tape à l'œil et de le faire. Alors, c'est tout l'avantage que nous on a en étant sur place, c'est que on va faire un screening de tous les promoteurs. Leur sérieux, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Est-ce qu'ils ont livré en temps, en heure et en qualité, comme promis? Et la dernière chose, parce que tu n'es jamais à l'abri que quelque chose se passe, c'est qu'on ne travaillera qu'avec un promoteur qui a soit une garantie bancaire, soit une garantie d'État, et idéalement les deux. Donc là, le deal que tu m'as proposé, est-ce que tu peux nous redonner les chiffres? Je crois que tu les as sur ton ordi. Yes. Donc là, au début, je dois mettre combien d'apport? Alors, l'apport, si tu veux que le bien soit livré totalement équipé, c'est-à-dire avec les murs, la cuisine, le lit, etc., donc prêt à louer, ce qu'on appelle en anglais turnkey, ton apport, il est de 13 230 $. Donc 13 230 $. Ah oui, alors il faut savoir, parce qu'on en a parlé un tout petit peu avant, on a pris un thé ensemble. En fait, les promoteurs, alors ça dépend de quel promoteur on parle. Généralement, j'ai quand même l'impression que les promoteurs en France, ils te livrent avec un minimum de finition. C'est pas brut de béton. Et les promoteurs, les promoteurs en Roumanie, j'ai arrivé à la Roumanie à un moment, les promoteurs en Roumanie, c'était pas du tout intéressant d'ailleurs, il faudrait que je revoie si aujourd'hui ça l'est. Les promoteurs, du coup, en Géorgie, ils te livrent brut de béton, quoi. Donc tu as ta dalle de béton et après, il faut quand même mettre du plancher, etc. Voilà. Après, ça dépend toujours du promoteur, des plans qu'il a. Donc typiquement, je crois qu'on en avait parlé, Lamborghini est en train de construire la 5e tour au monde à Batumi, sur une île artificielle. Et chez eux, tu n'as pas le choix. Ils te livrent l'appartement fini avec leur branding de partout. Et là, tu n'as pas le choix. Donc c'est livré totalement équipé. Mais c'est vrai que tu as des promoteurs qui te laissent le choix de prendre l'appartement brut, c'est-à-dire tu as l'endroit, du béton et tu fais tout le reste, jusqu'au stade où ils te le livrent totalement équipé. Et après, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu préfères le prendre brut, regarder comment tu vas l'équiper et t'organiser avec ça, ou est-ce que tu n'as pas envie de t'embêter et tu prends le deal en totalité? Là, par exemple, ce deal-là, donc c'est un studio.
je mets à peu près entre 13 et 15 000, c'est ce que tu m'as dit, c'est ça? Exactement, 13 230 $. J'achète à combien le bien? Le bien, au total, il est à 88 200 $. 88 200. Et là, l'objectif, là, tu as fait différents scénarios, ce que tu proposes à chaque fois. Et un des objectifs, c'est potentiellement de le revendre du coup dans 18 mois. Il sera livré dans 18 mois, c'est ça? Exactement. Et si je le revends dans 18 mois, je le revends à combien? Tu le revendras avec quasiment 10 000 $ de bénéfices. Tout ça en ayant dépensé 25 000 $. Voilà, alors ce qu'il faut dire, c'est la différence en fait entre l'apport initial que je dois mettre et les 25 000 $. Ça va être les mensualités du crédit. Parce que là, je fais un crédit sur 10 ans, si j'ai bien compris. C'est sur ce plan que je t'ai proposé, exactement, c'est sur 10 ans. Donc c'est sur 10 ans, c'est classique les 10 ans là-bas où on peut... Tout dépend du projet, du promoteur. Tu as différents montants d'apport. Tu as différents plans de paiement qui vont en général de 3 à 10 ans. Ok, donc je mets 13 000 $, je ressors avec un bénéfice de 10 000 $ dans 18 mois, donc dans 1 an et demi. J'ai quoi comme frais? Est-ce que c'est net ou est-ce qu'il y a des frais supplémentaires de compta, fiscalité, etc.? Alors, tu as une fiscalité qui est super attractive en Géorgie. Il faut savoir que si tu revends ton bien à moins de 24 mois, tu vas avoir un impôt sur la plus-value qui est de 5%. Et donc, sur le bénéfice de 9 800 $ que je t'ai donné, il est déjà inclus dedans. Donc ça, c'est le montant net. Par contre, si jamais tu es un peu plus patient, le marché va continuer à monter, donc tu as tout intérêt à être un petit peu patient, tu as 0 impôt sur la plus-value à partir de 24 mois. Ok, donc j'ai 5% et sinon j'ai 0. Moi, je suis résident français, fiscal. Qu'est-ce que je fais de cette plus-value? Est-ce que c'est stocké dans une boîte? Est-ce que j'ai acheté en direct là-bas? Est-ce que je dois la déclarer? Peut-être, je ne sais pas si tu sais. Est-ce que je dois la déclarer en France? Comment ça fonctionne? Alors, le plus intéressant pour investir, c'est d'aller en direct. Parce que tu n'as quasiment pas d'impôt. Donc, je dirais 99% des invests qu'on fait, c'est en nom propre. Après, bon, tu sais, je suis suisse. La situation fiscale en France, elle est autrement plus complexe que ce que nous on a. Comment le déclarer? Très honnêtement, je ne pense pas que je sois la meilleure personne pour donner un conseil fiscal. On a des très bons fiscalistes qui sauront te répondre parfaitement en tenant compte de la situation personnelle que tu as. Mais je ne pense pas que je sois le meilleur pour te répondre à cette question. Donc là, ce que tu m'as proposé, c'est un deal du coup, un studio. Concrètement, c'est où? Il est où? C'est dans une des tours qui est en train de se construire à Batumi. D'accord. Donc super situation. Tu as une belle vue. C'est dans un très beau quartier qui est en train de se développer. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur Batumi ou sur le building? Building, c'est un peu... Alors, je sais que tu as été à Dubaï et que tu m'as dit que tu avais bien aimé. C'est dans le style des bâtiments que tu trouves à Dubaï. C'est-à-dire que tu vas avoir une salle de sport, une piscine en rooftop et un service de voiturier 24 heures. Et bien sûr, un immeuble haut de gamme. Pourquoi en fait, ça ressemble... alors là, on va revenir un peu de façon générale. Ça ressemble à quoi la Géorgie? Là, par exemple, Batumi, ça ressemble à quoi? Il y a combien d'habitants? C'est quoi l'ambiance là-bas? Alors, comme dit, beaucoup de gens pensent que tu vas être amené à dos d'âne de l'aéroport jusqu'à ton hôtel. C'est pas du tout ça. La Géorgie, ça reste un super petit pays. 3 millions d'habitants. Même pour moi, en tant que Suisse, c'est un petit pays, c'est dire. Il y a combien de Suisses? Je ne sais même pas combien il y a de Suisses. On doit être à un peu moins de 9 millions maintenant. Okay. Ah oui, je pensais qu'il y en avait plus. Okay. Non, pas encore. Ouais, okay. Il faut qu'on y travaille encore un petit peu. Tu as 2 villes principales. Tbilissi, qui est la capitale, et Batumi, qui est la station balnéaire. Batumi, il faut te l'imaginer un peu comme le Las Vegas ou le Macao de la mer Noire. Donc, c'est en train de grandir très fort, d'une part, mais ça a aussi des infrastructures comme des casinos, des endroits pour faire la fête. C'est une vraie station balnéaire. Et on a beaucoup de clients qui viennent du Moyen-Orient, de la Turquie et des pays voisins, justement pour profiter de toutes ces installations, dont les casinos. On a combien de temps d'avion, par exemple, de Paris?
De Paris, tu dois être à peu près, si tu as un vol direct, je ne sais pas si tu as un vol direct, mais tu dois être à peu près 5 heures de vol. Je sais que depuis Genève, tu es à 4h45. 4h45 de Genève, oui, ça doit être peut-être à peu près ça. Et là-bas, qu'est-ce qui fait que ça se développe aujourd'hui et pas avant? Je pense que c'est le bon moment pour que ça se développe, parce que le gouvernement a vraiment cette vision de développer le pays. Je pense aussi qu'il y a les pays aux alentours qui sont à la recherche de cette nouveauté, comme la Croatie s'est développée il y a quelques années en Europe. Et encore une fois, je me répète, mais les casinos. Typiquement, il y a quelques années, tu avais des casinos en Turquie, et ils ont été fermés. En Géorgie, tu en as. La Turquie, si tu es près de la frontière, tu peux y aller en voiture. Donc, ça attire toute une clientèle. L'autre chose qui est hyper pratique, c'est que quasiment toutes les nationalités peuvent y aller sans visa. Okay. Un peu comme la Turquie aussi, non? La Turquie, Dubaï, c'est... Ouais, mais c'est encore plus ouvert, parce qu'un Européen, il pourra rester 365 jours sans visa en Géorgie. Ah oui. Tu peux faire ça nulle part ailleurs. Oui, bah oui. Qu'est-ce qui... vous avez regardé l'Albanie ou pas? On a regardé l'Albanie, ouais. C'était un des pays qu'on regardait en même temps que la Géorgie. Et finalement, plutôt Géorgie qu'Albanie? On a choisi la Géorgie. Alors, je dis pas qu'on n'arrivera pas en Albanie dans quelques années, mais pour l'instant, le rendement qu'on peut espérer, il est très très bon. Mais toute la partie administrative, l'encadrement des deals, n'est pas encore là où on voudrait, pour qu'on puisse proposer des deals avec sérénité à nos clients. Là aujourd'hui, ok, donc on a fait un deal à... Donc en fait, un deal à 13 000 €, finalement, il va falloir que je sorte. On a dit ça en totalité, il faut que je sorte combien? C'était 25 000. 25 000, ouais. 25 000. Donc j'ai 13 000 d'apport. Après, j'ai à peu près 700 € de mensualité, je crois. C'était à peu près ça. C'est exactement ça. Et t'as une bonne mémoire des chiffres. Pas du tout. Mais bon, et après, je reviens. Donc je sors avec 25 000. Donc là, c'est tout mon apport. Finalement, le coût total du projet, on est dans les 80 000 € à peu près. Exactement, 88 en euros, ouais. Ouais, enfin en dollars. En dollars, tu es à 88 000. 88 000. Et du coup, ça, je le revends finalement 98 000 à peu près. Ça dépend à quel moment tu veux le vendre. Si je le revends direct quand il est livré, c'est-à-dire en 18 mois. Exactement, ouais. Ouais, donc là, je fais mes 10 000 de plus-value, donc je fais du 100% quasiment, enfin je fais du 80%, un truc comme ça. Exactement. Donc je fais du 80% sur mon argent injecté. Alors après, il faut faire attention, parce que là, on ne calcule pas un TRI, on en parlait juste avant, on n'a pas eu le temps de refaire les TRI. Là, on calcule simplement sur la somme qui est mise, combien on récupère à la fin, et on a ce montant-là. C'est à quel moment que je gagne le plus dans le modèle là? Par exemple, si je le garde plus longtemps, est-ce que je gagne plus? Pour nous, l'optique de revente ou le moment idéal, actuellement, avec les tendances qu'on observe sur le marché, c'est dans un horizon 5 ans. D'accord. Sachant que, et si on reprend sur le deal que je t'ai proposé, dans 18 mois, le bien est livré, tu vas pouvoir le louer, et donc pour toi, les coûts vont disparaître parce que le revenu locatif va couvrir ce que tu dois payer en remboursement. Parce que je rembourse à peu près 700 par mois, il y a un revenu locatif, ce que j'ai compris, entre 10 et 12%. Donc, exactement. Je suis juste à l'équilibre. Exactement. Donc je suis juste à l'équilibre, il ne faut pas qu'il y ait de problème. Là, ça couvre. En termes de fiscalité, sur mes loyers, encore une fois, ça faut vérifier. Mais bon, de toute façon, Alors, localement, ta fiscalité, elle est très simple. Le revenu locatif, il est taxé à 5%. C'est le revenu qui est taxé ou c'est... C'est le revenu. Revenu moins charge? Non, c'est le revenu. Le revenu, ok. Donc j'ai ça. Donc ça, c'est un deal. Si je veux tester, moi, c'est ça qui m'amuse. Je me dis... Alors, je suis pas sûr que je devrais le faire en réalité parce que ça va me refaire un appartement quelque part. Mais bon, là, c'est dans l'optique de le vendre dans pas longtemps. Donc, je me dis, OK, ça va. OK, donc il y a ce truc-là. Si j'ai 100 000 €, je fais quoi? Si tu es à 100 000 €, tu vas prendre quelque chose qui est un peu plus grand. Si tu veux les placer en totalité. Qu'est-ce que toi, en général, tu ferais quoi? Est-ce qu'on se dit qu'il y a un risque d'échec? Parce qu'en fait, c'est la problématique que j'ai, c'était un peu comme quand je voyais le crowdfunding immobilier en France. On finançait des promoteurs, il y avait 0 de taux d'échec pendant, je sais pas, une dizaine d'années, tu vois. Et après, effectivement, quand le marché c'est un petit peu compliqué, il y a eu vachement de casse. Donc il y a quand même, tu vois, un risque à faire ce type d'investissement. Si j'ai 100 000 €, c'est quoi les questions que tu vas me poser pour savoir s'il faut que je fasse un seul deal ou si j'en fais juste un seul? Alors déjà, est-ce qu'il y a juste un seul deal où je peux mettre 100 000 €?
Oui, Oui, largement. tu peux. Tu peux. C'est quoi la limite? Si j'ai 1 million, ça passe aussi ou c'est plus compliqué? Alors 1 million, j'en ferai plusieurs. Parce que si tu mets 1 million et que tu veux faire un effet de levier en plus, ça va te faire des très très grosses sommes. C'est 8 millions, quoi. Parce que là, de ce que j'ai compris, Ouais, on fait à peu près du x8, quoi. Exact. Donc ça fait 8 millions. Là, 8 millions, c'est un peu dur à absorber avec les prix du... Comme partout, tu trouveras toujours. Mais la question pour nous, quand on va te proposer un deal, c'est que tu puisses rentrer dans le deal. Ça, c'est toujours la partie la plus facile. Ouais. Mais il faut que tu en ressortes en faisant une grosse plus-value. Donc, ça ne sera pas sur un bien exceptionnel que tu vas forcément faire des grosses plus-values et qui va être forcément facile à vendre. Donc, nous, on va plutôt te conseiller à ce moment-là de faire, allez, si tu as 1 million à placer, entre 5 et 10 deals. Et typiquement, si on revient sur ta question de qu'est-ce que je fais si j'ai 100 000 à mettre, alors, moi, à ta place, c'est très simple, je prendrais un appartement super bien situé avec 2 chambres. Donc en France, c'est des T3, si je ne me trompe pas. Oui. T'as quoi? T'as un salon en plus? Oui. Ok, oui. Donc tu prends un T3, tu mets un apport et tu payes 2 choses. Tu payes ton apport jusqu'à la livraison et tu prends à ta charge directement l'équipement du bien. Parce qu'on sait que si nous on va en direct, on aura des meilleurs prix que le promoteur. Et avec le reste, tu vas faire ton effet de levier et donc tu organiseras le remboursement tout en étant rémunéré par la location. Donc je mets 100 000 balles. Finalement, je me retrouve avec un bien qui a 800 000 euros. Enfin, ouais, 800 000 euros. Et là, j'ai un T3 hyper bien situé. Est-ce que c'est dans le même bâtiment que ce que tu m'as proposé ou pas? Ça ne sera pas dans le même bâtiment. Ce sera un autre bâtiment. Ce sera un autre bâtiment. Avec des prix au mètre carré plus élevés. C'est plus luxe, quoi. C'est un peu plus luxe. C'est encore un petit peu mieux situé. Sachant que celui que je t'ai proposé, il est déjà super bien situé. Ouais. Mais c'est encore un peu mieux situé. Tu as une vue imprenable sur la mer Noire. Donc un deal au top. Parce que ça fait combien de mètres carrés à peu près pour que j'arrive à comparer? Parce qu'un T3 à 800 000 euros, T3 800 000 euros, finalement, t'es pas très loin. Ça fait combien de mètres carrés? Faudrait que je te ressorte un deal en particulier, mais je pense que tu vas pas être loin des 200 mètres carrés. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, oui, alors pour ceux qui nous écoutent, en fait, j'ai remarqué ça quand j'étais à Moscou. On n'a pas du tout la même notion qu'à Paris, c'est-à-dire en termes de chambres et en termes juste de chambres et de salons. Je regardais des apparts neufs, un peu luxe à Moscou, pour me rendre compte de l'IMO. Et en fait, les appartements avec 2 chambres ou 3 chambres, c'était 250 mètres carrés, minimum. Et c'était ça le standard. Donc en fait, c'est pour ça que j'arrive à comprendre un peu ce que tu me dis. Je me dis qu'ils construisent à peu près avec la même logique. C'est-à-dire que c'est un peu du luxe, donc on est sur de la très grande superficie quand on commence à mettre 2 chambres. Parce qu'à Paris, l'équivalent si tu veux à Paris, c'est ce que j'ai moi. Donc 2 chambres, 1 salon, on est à du 70 mètres carrés. Et 70 mètres carrés, par contre, on est dans les mêmes gammes de prix. Mon appartement doit être à peu près à 800 000 euros, tu vois, dans un quartier assez sympa de Paris, entre 800 et 1 million, tu vois. Donc on est... Ok, donc là j'arrive à faire... donc là on a le double, voire le triple. Ok, donc on est à du 5... C'est à combien du mètre carré? C'est après 5 000 euros du mètre carré, un truc comme ça? Ça va vraiment dépendre du... Alors celui-là, il faudrait que je le recalcule, mais tu vas trouver des choses qui sont à partir de 1200 $, du mètre carré. Okay. Et après, de nouveau, tout dépend qu'est-ce que tu inclus dans le prix. Est-ce que c'est le bien brut? Est-ce que c'est le bien équipé? Mais on va trouver des choses super intéressantes à partir de 1200 $ le mètre carré. T'en as fait combien de deals, toi, à titre perso, en Géorgie? T'en as fait? Pour moi, tu dis? Pour toi, ouais. Pour moi, j'en ai fait 3. T'en as fait 3? Et c'était quoi t'as choisi de faire quoi? Du coup, t'as fait du studio un peu comme ce que tu proposes ou t'es directement allé sur des trucs plus gros? Non, j'ai fait 2 studios et j'ai fait un T3. Ok, donc t'as fait... Ça, c'est marrant parce que du coup... Donc t'as fait 2 studios, un T3 et le T3 à peu près les mêmes montants dont on parlait. Exactement. Ok, t'as commencé par des studios? Oui, le premier studio que j'ai fait, c'était parce qu'il fallait tester le marché. Donc on a testé le marché, regardé comme ça fonctionne, s'assurer que toute la partie administrative, si je peux l'appeler comme ça, donc enregistrement du bien, enfin toute la paperasse, se passe
aussi bien que ce qu'on nous avait promis. Mhm. Et c'était pour tester. Mhm. Et puis ensuite, on a continué. Et je pense que on en discutait avant, mais l'idée, c'est de continuer à faire des deals dans les prochains mois et années. Tu les as déjà revendus, tes villes, ou pas? Parce que du coup, Non, pas encore. oui, parce que du coup, tu t'es rentré à peu près il y a 1 an, c'est ça? Sur le premier deal. On est rentré un peu moins d'un an de l'été passé. L'été passé, du coup, il y a quand même le risque. Parce que tu vois, là, c'est une grosse question que. Tu sais, il y a toute cette notion de supply, d'oversupply. Parce que du coup, il y a beaucoup de construction. En fait, le jeu de ces marchés-là, c'est de s'assurer que finalement, les personnes qui t'achètent sont toujours. Il y a un assez gros volume de personnes qui vont te racheter par rapport aux personnes qui viennent ou qui partent d'ailleurs. Parce qu'il y a le sujet aussi à Dubaï, il y a toute une gamme de la population qui est en train de quitter Dubaï parce qu'ils n'ont plus les moyens de rester à Dubaï finalement. Dans ce marché-là, comment on s'assure? Est-ce que l'État, à quel point l'État contrôle? Parce que c'est censé être ça, enfin c'est ça qui est pas trop mal au Dubaï en même temps, c'est qu'il y a un très gros contrôle de l'État. Normalement, l'État a son plan et garantit que ça va bien se passer, que la croissance démographique va être bonne. Et là, jusqu'à maintenant, de ce que j'ai compris, c'est bien vérifié. Comment ça se passe en Géorgie? Comment on s'assure qu'on se mette pas tous à construire comme des dingues en même temps, qu'on se retrouve comme en Chine dans des endroits où en fait rien n'est, on peut plus vendre quoi. Alors bon, excuse-moi. Bon, déjà l'avantage de la Géorgie, c'est que c'est un relativement petit pays. Donc ta surface à construire, elle est assez limitée aussi. Ce qu'il faut voir aussi dans ce pays-là, c'est qu'il y a beaucoup, et c'est pour ça qu'on investit quasiment que dans du neuf, c'est que beaucoup d'anciennes constructions sont encore des constructions qui datent de l'époque soviétique. Donc toutes ces constructions-là doivent aussi être remplacées. Il y a des trucs pas mal hein, quand même. À l'époque soviétique, tu vois, moi j'avais regardé. Non, c'est vrai, vraiment. Non, mais oui. Tu sais, banlieue de Moscou, là. Je suis allé voir des bâtiments époque soviétique et tout. Alors bon, après, il faut toujours s'habituer à la façon dont les choses sont construites, tu vois. Mais j'étais parti, j'avais trouvé un appart à 250 000 euros, tu vois. Et alors absolument pas rentable du coup, parce que bon, les loyers sont trop faibles, etc. Mais c'était appartement style soviétique, que les moscovites adorent finalement, parce que c'est des bons bâtiments bien costauds. Après, je pense qu'il y a d'autres trucs qui doivent être un peu plus... tu vois, mais en tout cas, c'est les bâtiments que moi j'ai visités comme ça, qu'on m'a présenté comme ça, étaient vachement bien, tu vois. Mais tu t'en as aussi plein encore, typiquement à Tbilissi. La première fois que j'ai dormi là-bas, j'étais dans un appartement, enfin dans un immeuble, et un appartement qui fait un peu peur quand même. Mais tu peux te loger pour $7 la nuit. Mais quand tu vois que la Géorgie maintenant est en train de chercher du tourisme qui est un peu plus haut de gamme, et typiquement avec la Palme qu'ils sont en train de construire à Batumi, avec la tour Lamborghini qu'ils mettent dessus, tu as vraiment ce besoin actuellement de logements qui sont plus au goût du jour, si je peux me permettre, et tu as vraiment actuellement un déséquilibre entre l'offre et la demande. Ok. Donc là, tu as 3 deals qui sont en cours. Il y en a un qui est fini ou pas? Non, pas encore. Non, pas encore. Ok, donc il te reste 1 an, quoi. Il te reste 1 an pour que le premier soit sorti à peu près. Exactement, ouais. C'est ça. Alors, je les ai choisis comme ça. J'aurais pu choisir quelque chose qui était très proche du délai de livraison. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que tu rentres à des bien meilleurs prix quand tu prends le projet un peu plus tôt. Après, effectivement, et c'est là toujours la question de comment tu places ton curseur, tu sais que tu vas devoir rembourser un peu plus sur ton plan de remboursement avant qu'il devienne rentable ou que les coûts soient couverts. Mais ça, je l'ai pris avec mon affinité, mais on est aussi toujours à l'écoute de ce que notre client veut vraiment. Est-ce qu'il veut quelque chose qui est quasi livré? Est-ce qu'il veut quelque chose où il rentre à un prix super bas parce qu'il est patient? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on définit avec le client à chaque fois. Comment je peux regarder le secondary market et le distress market en Géorgie? Donc en gros, est-ce qu'il y a des sites qui mettent bien par rapport aux adresses, l'historique des prix? Est-ce que ça existe? Et est-ce qu'il y a d'autres sites qui indiquent, donc il y a ça à Dubaï, c'est pour ça que je trouve ça pas mal, qui indique que finalement il y a un distress market sur certains biens où les gens n'arrivent pas à aller jusqu'au plan de paiement, etc. On peut les acheter. On peut même comparer l'historique des prix et voir là où les prix ont diminué de, je sais pas, 200 000 sur un bien. Est-ce qu'il y a la même chose en Géorgie ou pas? Pas vraiment. Tu as le marché de la revente où tu as des sites comme à peu près partout.
Mais on peut voir. Est-ce qu'on peut mettre une adresse et voir concrètement Non. Non. Et sur le marché du distress, nous, on a des bonnes relations avec les promoteurs avec qui on travaille. Donc, c'est clair que dès que quelque chose arrive sur le marché, on est les premiers à être au courant. Ce qui est vraiment pas mal à Dubaï, c'est qu'ils ont fait un full historique. Mais je pense que c'est à cause de la crise de 2008-2010 là. Maintenant, on peut tout regarder. Donc, en fait, c'est d'ailleurs un truc que j'aimerais bien faire pour vraiment regarder où ça en est. Parce que dans ces pays-là où on construit beaucoup, c'est effectivement facile de rentrer, mais on ne sait jamais indirectement ce qui va se passer à la fin et est-ce qu'on va vraiment réussir à revendre son bien et si on va pas avoir d'énormes discounts quand on va la revendre. Et les quartiers évoluent aussi. Je ne sais pas s'il y a des... Parce que Dubaï, les quartiers évoluent vachement, par exemple. Donc, il y a des endroits, c'est cool un moment, mais comme d'hab, c'est cool à un moment, puis finalement, tout le monde construit, puis à la fin, les gens ne veulent plus habiter, du coup, les gens ne veulent plus trop acheter. Et ça se construit encore. Et tu as des quartiers à Dubaï où c'est pas encore cool d'habiter, ça le sera peut-être dans 2, 3, 5 ans. Ouais. Pour revenir à la Géorgie, nous, notre principe avec nos clients, c'est de leur fournir un service qui est clé en main. Donc, on les accompagne de l'entrée jusqu'à la sortie. Pourquoi ? Parce que la plupart de nos clients, déjà, ne connaissent pas la Géorgie, d'une part. Et d'autre part, sont cadres, entrepreneurs, chefs d'entreprise. Ils n'ont pas le temps pour ça. Donc, pour nous, notre mission, c'est de les aider à investir, de les aider à rentabiliser leurs biens tout au long de la propriété, mais aussi de les aider à désinvestir. Donc, ça veut dire, effectivement, à un moment donné, le marché peut continuer à grandir pendant 10, 15, 20 ans, peut-être. Mais tu peux aussi avoir quelque chose qui arrive, qui fait que le marché ralentit ou pas, même si les signes actuellement sont plutôt sur une très très forte croissance pendant des nombreuses années. Mais notre mission, c'est aussi d'avertir le client que là, ça va être le bon moment de vendre. Est-ce que le marché sur la zone que tu analyses, il fait du combien de pourcents par an de croissance ? Tu vois à peu près ? Ça dépend du bien, de la localisation. Mais un bien actuellement prend facilement 25% par an. Donc il y a du 25% par an. Et il y a aussi le fait que Parce qu'en fait, la grosse problématique qu'on a en France pour les promoteurs, c'est qu'il y a peut-être il y a 80 ou peut-être 90% de la France, ça ne sert à rien de construire. D'où on avait une loi qui s'appelait le Pinel, ils essaient de ressortir ça, qui en fait permettait de financer. En gros, le coût de la construction pendant pas mal d'années en France, c'était 1 500 € du mètre carré. Maximum 2 000 €. Sauf qu'il y a plein d'endroits en France, tu construis pour 1 500 ou 2 000, mais en fait, tu vas revendre à 1 000 € du mètre carré. Carcassonne, toutes ces villas, etc. Du coup, l'État français aidait vraiment en faisant des économies d'impôts. En fait, il donnait la différence en économie d'impôts, mais ce qui fait qu'en fait, le deal ne servait à rien, tu vois, en réalité. Et ce qui est intéressant dans ces villes-là, c'est que du coup, le coût de la construction par rapport à ton prix de revente est assez conséquent, c'est ce qui permet de faire des grosses perfs. Et potentiellement que tu as tes 25% par an de croissance. Ça peut être cool. Est-ce que j'ai un enjeu ? Là, tu me parlais de dollars. Donc, tu parles en dollars. J'ai quand même un enjeu de currency. Donc, est-ce qu'on paye en dollars là-bas, peut-être ? Je sais Oui, pas. tout est organisé pour l'immobilier, tout est organisé en dollars. Donc, tes nuitées seront payées en dollars. Ton achat, tu vas le payer en dollars. Ta vente, tu vas la recevoir en dollars. Donc, ta seule question de taux de change, c'est éventuellement avec l'euro. C'est que, dollars, ou les francs suisses, si tu prends mon cas particulier. Ton cas. Ok, ça c'est très clair. Donc toi, t'en as sur ton patrimoine global. Là, la Géorgie, pour toi, tu le considères comment ? Tu le considères dans une poche très dynamique ou tu te dis que tu vas en mettre le principal ? Comment tu vois ta gestion financière à toi, perso ? Est-ce que, je sais pas, tu as des trucs en Suisse ? Alors pour ceux qui ne savent pas, tu habites en Turquie, tu as une femme qui est iranienne, vous faites beaucoup de sport tous les deux, tu passes beaucoup de temps en Suisse et à Paris. Comment tu gères ton argent de façon générale et qu'est-ce que tu alloues finalement à la Géorgie ? Alors écoute, je pense que pour moi, la Géorgie, ça va être une grosse partie de mes investissements dans les années à venir. En tout cas, tant que le marché reste tel qu'il est. Pourquoi ? Parce qu'il est clairement en évolution. Et à contrario, on parlait de Dubaï avant. Pour moi, c'est un marché qui est devenu très mature et qui est parfait pour du patrimonial, où tu sais que tu vas avoir ton rendement, mais que tu ne vas pas avoir de gros mouvements ni vers le haut ni vers le bas. Et donc typiquement, pour moi qui ai envie de construire mon patrimoine pour peut-être laisser quelque chose aux générations futures,
pour vraiment chercher la performance, c'est clair que la Géorgie actuellement, c'est d'une part, ça offre quand même une super sécurité, mais d'autre part, tu as un potentiel de développement actuellement qui est incroyable. J'ai noté quelques questions pour toi. Paf, paf, paf. Alors, une question, c'est qu'est-ce que personne n'ose dire sur ce marché de la Géorgie? C'est que c'est le bon moment d'y rentrer maintenant. Là, on parlait d'un budget. C'est à partir de quel budget que ça devient intéressant? Parce qu'on a vu qu'on peut rentrer avec pas beaucoup. Écoute, t'as vu qu'avec un budget finalement super petit, tu peux faire déjà une belle performance. Maintenant, si tu veux vraiment maximiser, moi je prendrais un T2 ou un T3. Oui, c'est ça. C'est quoi le produit qui normalement rentre le plus selon toi? Quel est le truc? Tu vois, moi en IMO, j'ai différents. Tu vois, j'ai un standard d'immeuble, j'ai un standard d'appartement. Enfin, à chaque fois, j'ai des standards maintenant où je sais que si je reproduis ça, ça cartonne. Et moi, par exemple, des studios, je vais pas en faire, tu vois. Qu'est-ce qui, toi, donc, quel est le truc où tu te dis, ok, c'est là en fait, c'est ça qu'il faut financer là aujourd'hui? Tout dépend où tu en es dans ton histoire d'investissement. Si tu veux faire un premier investissement pour te lancer, essayer, etc., je partirais sur le studio parce que la renta reste incroyable en Géorgie. Maintenant, si tu veux avoir un peu plus d'upside, je prendrais un T2 ou un T3. Comment ça fonctionne avec le financement bancaire? Donc là, il y a un promoteur. Moi, je vais acheter un promoteur. Déjà, qu'est-ce que j'achète concrètement? Est-ce que j'achète réellement le bien? Parce que le bien n'est pas déposé. Est-ce que... ouais, d'un point de vue tu vois, je te file 13 000 €, mais qu'est-ce que j'ai à la fin? Alors, à la fin, dans ton cas, dans 18 mois, tu as un appart qui est fini livré, prêt à l'exploitation. Okay. Et oui, et c'était une de nos questions quand tu arrives dans le marché, tu achètes quelque chose, est-ce que le bien est vraiment à toi? Parce qu'on sait que dans certains pays, c'est peut-être un peu moins clair. Oui, mais comme Bali, comme il y a plein d'endroits, c'est voilà. compliqué. Ouais. Mais non, là, la première chose que tu vas faire, c'est la partie administrative, notariale, enregistrement, etc., où le bien t'est attribué et enregistré par l'État comme étant à toi. Ça coûte combien l'enregistrement de l'État? Alors, c'est des frais forfaitaires. On est à 5 730 $, ce qui est l'équivalent d'à peu près 5 000 €. Donc sur un bien comme ça, ouais, je suis pas loin des 10%, quoi. Voilà. Par contre, si tu prends un plus gros bien, tu vas diminuer le pourcentage. Voilà. Donc là, donc par exemple, je viens, je te donne 13 000 $ ou 13 000 €. Alors malheureusement, tu me les donnes pas à moi, tu les donnes au promoteur. Mais... Donc je fais un virement, là concrètement, là, par exemple, là, je te dis, écoute, je veux prendre ce bien là. Donc tu me dis, ok. Qu'est-ce que je fais? Je fais un virement en Géorgie sur le compte du promoteur ou je suis un avocat? Comment ça se passe? Non, alors en général, tu vas me dire que tu veux finaliser ton bien. Moi, je vais contacter le promoteur qui, selon le promoteur, va le bloquer simplement ou va demander à des frais de réservation, typiquement aux alentours de 1 000 $. Ensuite, toute la partie administrative va être faite. Donc, tu auras les frais pour l'enregistrement à verser. Okay. Une fois que ça c'est fait... À qui? À un notaire À un notaire, oui. Donc, tu me donnes un RIB? Voilà. Enfin, concrètement, comment ça marche là? Tu vas recevoir une facture avec un RIB dessus. Okay. Tu fais le virement. Et ça marche. Ça marche. Et je peux faire un RIB. C'est un RIB quoi? C'est un RIB de quel pays? C'est un RIB géorgien. Et je peux faire des virements en Géorgie? Tu peux faire des... Ma banque va pas me tuer? Ta banque va pas te tuer. Ta banque va pas penser que c'est un pays bizarre. Okay. D'ailleurs, c'est plus facile de faire des virements vers la Géorgie que typiquement vers Dubaï. Oui. Et peut-être même que la Suisse, je sais pas. Je sais pas comment c'est de France vers la Suisse, mais je sais pas. Il y a beaucoup de problèmes, tu sais. Mais oui, ça c'est un truc qu'on a vérifié, c'est que tu puisses amener l'argent en Géorgie d'une part, mais aussi le récupérer. Parce que tu sais aussi qu'il y a certains pays, comme typiquement le Maroc, ressortir l'argent, c'est compliqué. Ouais, c'est très dur. Ouais. Donc ça, c'est des choses, avant qu'on aille commencer à investir, on s'assure que toute cette partie-là fonctionne. Donc en gros, je suis là, je dis que je veux réserver le bien. Le promoteur, il me dit, ok, soit tu me verses 1 000 €, soit rien, potentiellement 1 000 $. On comprend que les euros, les dollars, bon, même si aujourd'hui le taux de change a un peu bougé, on va faire comme ça. Ok, là, je reçois du coup d'un notaire là-bas. Il m'envoie une facture en me disant, écoute, c'est 5 000 balles, quoi.
Donc, Voilà. je vire 5000 balles chez lui et je me crée un compte bancaire là-bas quand même, non? C'est tout organisé dans ces $5000. Ok. De Donc, 5730 $, pardon. Là, ouais. on commence à changer de monnaie, ça commence à devenir C'est- difficile. Du coup, là, je me retrouve avec un compte bancaire à mon nom. Exact. Là-bas, j'ai le droit d'avoir un compte bancaire en tant qu'étranger. Tu as le droit d'avoir un compte bancaire en tant qu'étranger. Tu as le droit d'être propriétaire d'un bien en tant qu'étranger. Et j'ai le droit de rester là-bas autant de temps que je veux. Pour le moment, presque. Alors, ça dépend de ton passeport. Ouais. Mais si tu es européen, tu peux rester 365 jours sans visa. Ok, et il suffit que je parte. Est-ce que c'est le même truc qu'à Bali où je pars 3 jours et je reviens C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça le truc. Ok. Donc j'ai ça. Ok. Donc je me retrouve avec un compte bancaire dans une banque normale. Tu passes d'habitude par quelle banque? C'est une banque spécialisée là-dedans ou... On regarde avec le client, mais typiquement Bank of Georgia. Ok, Bank of Georgia. C'est marrant parce que je l'avais vu dans une start-up allemande qui s'appelle Resin, qui permettait de financer les banques d'autres pays. Ok. Et en fait, c'était pas mal leur système. C'est tu virais de l'argent du coup dans ces banques-là qui avaient besoin de trésorerie pour faire des emprunts. Et je l'ai vu celle-là, tu pouvais prêter de l'argent. Et je sais plus combien était le return, mais je crois 5 à 10% par an. Ok, donc je me récupère avec. Ok, j'ai mon RIB, j'ai mon truc. Et qu'est-ce que je fais? J'attends. Tous les papiers vont être préparés, Ok. passer à la signature. Ok. Et ensuite, on va te donner un délai pour verser ton acompte. Je verse mon acompte. Ça change rien, ouais. Donc j'ai versé mon acompte, ok. Voilà. Et j'attends. Et après, tu attends que le bien soit livré. Et selon le plan de paiement que tu as, effectivement, tu vas commencer à payer ton remboursement. Je signe quand même l'emprunt avec la banque Bank of Georgia, là. Je signe Voilà, c'est ce que je te disais avant. Tu signes tous les signe papiers. Si je paye pas, il se passe quoi? Ah bah, comme dans tous les pays du monde, on va te reprendre ton bien. Est-ce que c'est... Tu dis avant d'avoir commencé le deal ou une fois que tu as fait l'acquisition? Non, une fois que j'ai signé quand même. Une fois que j'ai signé, je mets 700 balles à payer tous les mois. Voilà, tu as payé ton acompte. J'ai payé mon acompte et là, ce mois-ci, je sais pas, j'ai pas 700 balles. Est-ce que tout de suite, ils me chopent mon bien ou Ils vont, alors pas tout de suite, ils te chopent ton bien, mais ils vont très vite te dire qu'ils attendent ton paiement. Et effectivement, à un moment donné, quand tu payes pas, ils vont venir te le récupérer. Ce qu'on aime bien éviter, et c'est là aussi où nous, on accompagne, on essaie d'être proactif. Alors déjà, on travaille en amont pour être sûr que la somme que tu dois verser tous les mois, tu puisses te le permettre. Pas que nous, tiens, j'ai versé la compte, maintenant je peux pas faire plus. Ce qui serait un peu embêtant. Et l'autre chose aussi, on sait qu'il y a un pourcentage faible, heureusement, mais de personnes qui vont avoir un problème à un moment donné dans leur vie. Divorce, naissance, décès, enfin toutes les choses de la vie, chômage, où leur situation de vie change. Et c'est là où pour nous c'est important aussi d'avoir une relation avec nos clients qui est proactive, qui est régulière, pour identifier ces problèmes-là. Parce que ce sera beaucoup plus simple de se dire le problème va arriver, on va en parler avec le promoteur, voire même nous, on a peut-être des personnes qui cherchent ce bien-là à ce moment-là, et on arrive à organiser les choses en amont, plutôt que d'arriver à un point où la personne, elle a payé une certaine somme, et finalement, c'est une mauvaise expérience, elle perd de l'argent, etc. Parce que sur un deal à 100 000 euros, il faut quand même que je dégage à peu près 7 000 euros par mois, du coup, parce que ça fonctionne en règle de 3. Parce que sur un deal à 10 000 euros, que je mets 10 000 euros d'apport ou 13 000, j'ai 700 euros de mensualité à payer. Sur un deal à 100 000, du coup, on va tout multiplier par 10. Du coup, là, je vais me retrouver à avoir... Ouais, pendant quand même... parce que là, du coup, les mensualités, là, il faut les sizer, parce que après, ça dépend des gens, mais... C'est un peu difficile de parler d'un montant comme ça maintenant, parce que ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de l'apport que le promoteur t'aura demandé pour un bien défini. Ça dépendra du plan de paiement. Alors typiquement, si tu dois payer ton plan sur 3 ans, le montant va être nettement différent que si tu le dilues sur 10 ans. Ouais, non, mais là, tu sais, j'avais fait sur 10 ans, j'avais juste fait à peu près le même genre de deal. Non, il faut juste voir qu'en fait, sur les montants... Mais c'est clairement une question à se poser avant que tu investisses. Est-ce que tu es capable de subvenir au remboursement, quel que soit le montant, que ce soit 700 euros ou 3000 ou plus? Et ça, je crois que c'est une règle aussi universelle. Est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir payer? Non, parce que tu vois, moi, je me remets à l'époque. Enfin, tu vois, moi, j'aime bien prendre des risques.
Du coup, je me dis, je sais pas, je me dis que je peux faire x2 sur ce que j'injecte. J'ai 100 000 balles. Je me dis, bon, tant qu'à faire, je mets les 100 000. Sauf que si je fais pas gaffe et je me dis, tiens, ça va passer, mais que je me retrouve quand même avec des mensualités de l'ordre de 7 000 euros, tu vois, je vais me dire quand même, là, ça peut être un peu chaud, tu vois. Mais voilà, c'est juste que je me disais ça. Non, mais il tu faut. Tu vois, après, c'est sûr que, encore une fois, il y a des gens qui vont être plus ou moins joueurs. Il peut se passer des choses. Tu peux espérer rentrer de l'argent, toucher un bonus ou je sais Oui. pas quoi, Ouais. et tu l'as pas. Mm. Tout peut arriver. Et encore une fois, quel que soit le montant de ton investissement. Mais c'est pour ça que pour nous, alors déjà, c'est important de bien faire comprendre combien tu vas devoir sortir régulièrement, de bien s'assurer avec toi que tu peux, et que si on sent que tu es un peu hésitant, de bien te poser la question sur ton profil de risque, est-ce que tu es joueur ou pas. Ça va nous indiquer aussi par la suite, est-ce qu'on garde un œil peut-être un peu plus attentif sur toi. Pourquoi ? Parce que même si tu dois sortir d'un deal plus tôt que prévu, on préfère que tu le fasses bien plutôt qu'on le fasse avec la corde au cou. À quel moment tu dis à quelqu'un n'investis pas ici ? À qui ? Tu vois, moi, il y a plein de gars, je leur dirais fais pas d'IMO. Hein. Moi, il y a plein de gars, je leur dirais achète pas de boîte, tu vois. Je pense que tu sens les gens qui sont pas à l'aise, qui ont peur, qui sont pas au clair de oui, il va falloir que je sorte un peu d'argent, peut-être encore pendant un an et demi, et qui sont pas à l'aise. Et toutes ces personnes-là, moi, fais pas le deal avant d'être sûr. Et fais-le peut-être pas si tu as un doute. Alors, et effectivement, bon, toi, tu es un investisseur un peu plus averti. Tu vas peut-être être un peu plus joueur. Mais quelqu'un dont c'est le premier investissement, il n'est pas sûr, il est déjà à la limite. En fait, c'est cette question, moi, je trouve ça un peu dur parce que, tu vois, là, aujourd'hui, tu as quelqu'un, il a 10 000 euros sur son compte bancaire. Si je sens que c'est un gars, tu vois, un peu comme nous, mais il y a longtemps, quoi, tu vois, il y a 17 ans, tu vois, je lui dirais, écoute, vas-y, quoi. En fait, tes 10 000 balles, ça n'a pas de vraie valeur. Enfin, il faut que tu commences à compter en centaines, voire en millions pour que ce soit intéressant. Donc, de toute façon, tes 10 000 euros, game, quoi. Il faut que tu arrives à, effectivement, mettre de l'argent de côté, etc., les bons principes. Mais sinon, il faut aller jouer, parce que si tu ne joues pas, tu vois, ne serait-ce que monter ta boîte, ça coûte un peu de thunes, faire des choses, etc. Si tu ne vas pas là-dedans, ton cerveau, tu vas pas découvrir de nouvelles choses et tu vas sûrement pas gagner plus d'argent. Donc c'est assez dur de dire à quelqu'un, quelqu'un qui a 10 000 euros aujourd'hui, je sais pas si je lui dirais d'aller. Je pense que pour pas mal de personnes, ça va changer énormément de choses de faire un invest en Géorgie, tu vois. Enfin, quelqu'un qui a 20 000 balles, du coup. Je pense que pour d'autres personnes, il y a d'autres voies ou il y a d'autres choses à expérimenter, mais c'est vraiment dur en fait de répondre à cette question. Au début, tu vois, j'étais vraiment, faut protéger l'argent, ton premier capital et tout. Alors qu'en réalité, quand tu commences, ça dépend quel âge t'as, etc. Mais quand tu commences, moi, je pense qu'il faut être full risque, hein, parce que c'est risk taker, tu vois, win it all, tu vois. Bah, tu sais, moi, j'ai ce côté un peu entrepreneur. Et tu sais qu'à un moment donné, fonder une boîte, investir, même l'IMO, tu prends un risque. T'es jeune entrepreneur, tu crées ta boîte, tu mets tout ce que tu as dedans. T'as pas de plan B. Ça t'a coûté un divorce, je crois, tu m'as dit ça avant. Exactement. Ouais, t'as tout mis dedans et en fait... Mais donc oui, à un moment donné, si tu veux gagner, il faut avoir un peu ce mindset d'entrepreneur où en même temps, tu es assez fou pour le faire et en même temps, tu as assez confiance, tu as mis assez de garde-fous pour te dire ok, il y a des moments, ça sera peut-être pas très agréable. Je vais devoir un peu serrer les fesses. Je sais pas si je peux le dire. Oui, non, mais vas-y. mais tu sais que tu as 90% de chances de passer. Donc oui, moi je l'ai et c'est ce qui finalement te permet à un moment donné d'aller au-delà de cette barrière que tu te places, que tu te mets, ces limites, ces pensées limitantes que tu te mets de dire tiens, moi en bon petit Suisse, tout ce qui est en dehors de la Suisse, c'est dangereux, c'est pas bien. Ouais, t'as une bonne transition là. Alors il nous reste 5 minutes. Mais c'est une très bonne transition parce que tu m'as dit que tu pouvais en parler pendant des heures. Qu'est-ce que tu en penses de la Suisse aujourd'hui ? Parce que, pour faire bref, j'étais à des événements crypto là.
Les Allemands, ils n'en peuvent plus. Je pensais que l'Allemagne, c'était différent de la France. Mais en fait, ils me disaient, écoute, Victor, non, c'est juste que on était à 5-10 ans de vous en termes de destruction de l'Allemagne, mais on est tellement bon qu'on est en train de vous rattraper, quoi. Et j'aimerais bien savoir, parce que la Suisse, ça reste quand même... tu sais, en France, on va dire, ouais, la Suisse, ils sont bien, ils ont de l'argent, ils ont un tissu industriel, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est un peu biaisé parce que tu habites dans plein de pays, mais qu'est-ce que tu penses de la Suisse aujourd'hui? C'est plus la Suisse que je connaissais il y a 20 ans en arrière. Il y a 20 ans en arrière, on était cette petite île au milieu de l'Europe. On avait des politiciens, un gouvernement qui était fort, qui savait dire non. Et au fur et à mesure du temps, là, on est en train de finalement se soumettre à l'Europe, de faire exactement comme l'Europe veut. On n'ose plus dire non. On prend leurs lois, on reprend leurs sanctions. Et bon, ce que tu as dit sur l'Allemagne, je pourrais te le redire exactement pareil. Je pense qu'on a peut-être 10-15 ans de retard. Mais si on continue comme ça, on ne va pas dans la bonne direction. Tu crois en l'Europe ou pas? Non. Moi, j'ai un gros questionnement là-dessus. Pourtant, il y a plein de gens qui bossent et tout, etc. Mais j'ai l'impression que ça... Je sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer pour que ça redémarre, tu vois, le projet un peu européen. Je pense qu'il faut que tu l'arrêtes, le projet européen, et que tu le recommences, mais de façon beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pure. Et c'est là où je pense que l'Europe a son rôle à jouer, mais pas comme elle est structurée actuellement. C'est intéressant parce que j'ai l'impression, alors c'est peut-être une dynamique globale, mais je pense que si on demanderait ça à n'importe quel pays européen, je sais pas, à part peut-être ceux qui veulent rejoindre l'Europe parce que peut-être qu'ils l'ont pas vécu, mais sinon je me demande quel est le pays européen qui se dit que l'Europe ça a vraiment été bien. En même temps, enfin faut quand même le dire, c'est tous les pays de l'Europe, grosso modo, on vivait sur quand même un empire colonial, surtout pour la France, on vivait sur des ressources pas chères, sur des gens pas chers. France, sur le franc CFA, sur l'Afrique, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais en gros, on vivait quand même, en tout cas plutôt nos parents, vivaient avec un niveau de vie qui aujourd'hui, dans un monde mondialisé, quand on voit comment les gens bossent autre part, il faut partir un peu, mais quand on voit comment les Chinois bossent, les Asiatiques, les Africains, comment tout le monde bosse, on se rend compte que notre rêve un peu européen, c'est compliqué de le maintenir avec nos acquis, quoi. Moi, c'est ce que je me dis, il y a un moment, parce que tous nos acquis d'avant, c'est fini, on est en train de les perdre. Les ressources coûtent plus cher, on a un droit et une façon de voir l'être humain qui est quand même très luxueux. Moi, franchement, je ne sais pas où ça va aller. Il y a des moments où je me pose des questions. Bon, alors on n'a pas le choix, on investit, tu vois, mais quand même, je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis du même avis que toi, je vois pas vraiment où on veut aller. T'as pas de vision claire. On a... c'est un regroupement d'États, t'as pas vraiment de leadership. Donc est-ce que ce serait pas mieux que chaque pays soit pour soi, finalement ? Parce que t'as pas un gros leadership européen. Et bon, accessoirement, les seules personnes qui parlent actuellement en Europe sont pas vraiment élues. J'ai pas l'impression qu'ils représentent, et peut-être je me trompe, hein, je te donne mon impression de petit Suisse, mais j'ai pas l'impression que les gens à Bruxelles représentent vraiment l'opinion, le peuple européen. Donc honnêtement, je ne sais pas trop où ça va non plus. Et quand tu vois à quel point d'autres États ou d'autres régions du monde ont rattrapé déjà le retard qu'ils avaient sur nous, parce qu'ils ne sont pas restés assis les bras croisés, mais qu'ils ont vraiment travaillé sur améliorer leurs produits, améliorer leurs services, améliorer leur administration. Ils ont rattrapé le retard. Et pour certains pays, ils nous ont largement dépassés. Et nous, on est là en train de se dire qu'on est géniaux, qu'on a la culture, l'histoire, etc. Mais on ne se rend pas compte qu'autour de nous, ça va de plus en plus vite. Et je crois que votre président, il y a quelques jours, au Forum économique à Davos, a dit lui-même que c'est lent. C'est lent. Et je pense que c'est vrai, mais le vrai problème, c'est pas qu'on soit lent, c'est qu'on n'essaie pas d'accélérer. Eric, je pense qu'on a passé 1 heure ensemble. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Tu peux me retrouver un peu partout, sur LinkedIn, bien sûr. Tu peux épeler ton nom pour qu'on te retrouve ? Comment on te retrouve ? Je pense que tu auras mieux fait de mettre un lien parce qu'il est un peu compliqué. Donc Eric, et le nom de famille, c'est Fankhauser.
FANKHAUSER. Et sinon, tu peux me retrouver sur Instagram, par exemple. Et on a un site internet aussi, francefinance.ae. Super, je te remercie. J'ai hâte qu'on teste ce projet. Moi, ça me motive. Alors, c'est plus pour le fun. Je sais que je devrais arrêter, mais bon, je pense à un de plus ou un de moins. Tu me diras, c'est parti. Je m'en occuperai bien. Tu n'auras presque rien à faire. Ah j'espère, parce que je vais en parler. Donc, t'as intérêt à ce que ça cartonne. Et je vous dis à tous, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn aussi pour m'envoyer des petits messages si vous voulez participer aussi au podcast et à mettre 5 étoiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.